Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous, on se retrouve dans le cadre du Connected Day avec Olivier Cotina, directeur de TapBuy, pour nous parler un petit peu de conversion sur mobile. Est-ce que tu peux te présenter? Je sais que tu as de nombreuses casquettes pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour à tous, donc je m'appelle Olivier Cotina, je suis effectivement le fondateur de TapBuy. On adresse un problème que tous les sites de e-commerce ont, qui est la conversion sur mobile. Donc comment maximiser le ratio entre le nombre de visiteurs et le nombre d'acheteurs sur smartphone. Et pour ça, on édite une solution qui s'appelle TapBuy, qui est une plateforme SaaS et qui permet du coup aux sites de e-commerce de booster leur chiffre d'affaires. Notre moyenne c'est 74% sur mobile. D'accord, une problématique qui est partagée par de nombreux acteurs, mais tu as une problématique, tu m'en parlais, de prise de conscience de cet élément-là. Quels sont un peu les acteurs, quel est l'état du marché en France par rapport Alors en fait aujourd'hui quand on regarde le marché, aujourd'hui il y a à peu près 70% du trafic qui est passé sur mobile, mais ça représente que 30% des ventes. Donc ça veut dire que concrètement il y a 2 à 3 fois moins de conversion sur mobile que sur desktop, sur ordinateur. Selon nous, il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est que la manière dont les gens font leur achat a totalement changé. Il y a 10 ans, ça commençait par Google et c'était vraiment le canal que les gens utilisaient et du coup, on avait une expérience vraiment homogène à garder. Et aujourd'hui, on est passé avec un modèle qui est très très hétérogène où je peux commencer par Pinterest, par Instagram, par un blog, un email, avec un nombre de terminaux qui a explosé. Donc du coup, c'est devenu très très dur de maintenir une expérience de bout en bout qui soit uniforme et bonne. Ça, c'est la première raison. D'accord. Et la deuxième raison, c'est le checkout. Donc le checkout, c'est la partie du site de e-commerce qu'on a tous utilisé. Donc c'est quand on est dans son panier, qu'on décide de s'identifier ou de s'enregistrer, qu'on doit choisir son mode de livraison et qu'on doit finir par payer. Donc c'est 4 étapes qui paraissent anodines et aujourd'hui c'est le grand parent pauvre du e-commerce puisque personne ne va imaginer redévelopper une technologie de search. On va utiliser Algolia, on va utiliser Lucene. Personne ne va imaginer refaire du retargeting, on va utiliser des solutions de marché, mais aujourd'hui sur le checkout, en fait, cette partie-là, personne n'y investit et c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 90% des gens qui ajoutent au panier sur mobile qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc c'est un problème pour tout le monde, sauf que la prise de conscience, elle est encore trop faible parce que les gens n'analysent peut-être pas assez cette problématique et puis surtout, la réponse est beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air. D'accord. On a l'impression que c'est simple, on a l'impression, souvent on me dit c'est que du design, en fait c'est beaucoup plus complexe que ça parce que si on regarde aujourd'hui un site de e-commerce généraliste, il doit pas faire que du iOS et de Android, donc pas que du Chrome ou du Safari, mais il doit aussi gérer les sous-versions du système d'exploitation, les sous-versions des navigateurs, voire les sous-versions de chacune des versions de Facebook qui ont potentiellement des tailles de iframe différentes, ce qui fait qu'un généraliste, il a 10 000 combinaisons à générer. Si on rajoute à ça quelqu'un qui vend sur 3 pays et en plus qui vend des produits différents, ça peut faire 50, 60 000 combinaisons différentes. Donc c'est un vrai métier, une vraie problématique qui est sous-estimée et qui a l'air simple. Donc ça, c'est un de nos gros sujets dont on parlait tout à l'heure tous les deux. C'est un peu comment on évangélise le marché et comment on fait prendre conscience que la solution, elle est complexe mais directement activable. C'est-à-dire qu'en gros, la beauté de ce qu'on propose, c'est qu'en un mois et demi, on arrive à mesurer concrètement le boost qu'on a sur le chiffre d'affaires. Je dis en moyenne, c'est 74%. Notre record, c'est 320%. Le boost de chiffre d'affaires, comme ça, en plug and play, quoi. Aujourd'hui, le retour des acteurs du marché, c'est de se dire sur ces logiques de conversion, c'est soit ma solution de paiement, c'est ça qui permet de convertir, et après c'est mon site internet. Vous, votre solution, elle s'adresse vraiment sur cette logique du checkout, peut-être un entre-deux sur ces éléments. Alors nous, on est agnostique, c'est-à-dire qu'on va se plugger à tout l'existant, donc à la fois le back-office analytics, il ne change rien, et après on va se changer. Si vous utilisez Reach5, Google Connect, Instagram Connect, nous c'est intégré de manière transparente, et après on se plug au PSP, c'est-à-dire que tout le front-end est chez nous, et on va optimiser chacune des étapes. Et un cas concret, par exemple, c'est un acteur qui change de PSP. Nous, ça sera totalement invisible pour l'utilisateur final. On va se connecter par des API au prestataire de paiement que vous aurez choisi. Si vous passez d'Adyen à Stripe, personne ne verra la différence. Nous, ça sera automatiquement géré et ça, du coup sans friction aucune pour les clients. D'accord, très bien, c'est ultra clair. C'est quoi ta vision aujourd'hui par rapport au marché? Je sais que tu vois d'autres marchés, notamment les États-Unis ou autres. Comment est la France par rapport à cet aspect e-commerce et puis à cet aspect cross-canal des plateformes? Alors, ce qu'on voit nous, c'est surtout l'Asie qui est en avance, parce qu'il y a vraiment un usage du mobile qui est juste, j'ai l'impression qu'ils ont 15 ans, 20 ans d'avance, voire carrément une génération d'avance. WeChat, par exemple. Voilà, la manière dont WeChat est intégré, c'est vraiment très très fort. Aux États-Unis, il y a quand même une grosse utilisation aussi du smartphone chez les très jeunes.
D'accord. qui a un impact à moyen terme qui va toucher tous les sites de e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, en France, par exemple, il y a 800 000 jeunes de 18 ans qui deviennent des mobinautes chaque année. Donc sur 10 ans, ça fait 8 millions. Donc c'est quand même une masse de clients qu'on ne peut pas oublier. Donc globalement, la France, je ne pense pas qu'on soit vraiment... je pense qu'on est aussi mauvais en moyenne. D'accord. On n'est pas forcément plus mauvais, mis à part l'Asie. Les US ont un peu plus de prise de conscience sur ça. Les US, ce que je vois moi comme différence, c'est que il y a la propension des retailers à intégrer la technologie et à tester des solutions innovantes est un peu plus forte. Donc il y a vraiment l'envie de tester avec des startups. Alors il y a plein de retailers français qui sont comme ça, qu'il faut quand même leur rendre hommage, qui nous font confiance et qui nous permettent de tester. Mais on a encore un petit peu de scepticisme. Il y a le fameux make or buy. Donc il y a beaucoup de sites de e-commerce qui restent, qui restent dans une problématique de vouloir confier à leur agence ou en interne de redévelopper le checkout. Tu nous parlais également que tu as sorti une super étude, Ouais. aujourd'hui un top 100 sur cette logique mobile. Ouais. Tu peux nous en dire quelques mots parce que je sais que tu as une super méthodologie par rapport à ce rapport. Exactement, donc on a publié une étude, la semaine dernière, un top 100 du m-commerce, donc on a analysé plus de 1500 sites en France et on a mesuré leur performance technologique et d'usage pour être capable de à la fois dégager les bonnes pratiques et puis surtout de faire un classement de qui sont un peu les bons élèves sur ce sujet. Il y a je vous invite tous à la télécharger, totalement gratuite Tu peux la retrouver sur ton site. sur mon site, tabbuy.io. Et en gros, parmi par exemple les stats qui sont très étonnantes, c'est qu'il y a 3% des sites qu'on a audités qui ont mis à jour leur tunnel en 18 mois. D'accord. Sachant que sur l'année 2018, pour que le tunnel reste au même niveau de performance, il fallait faire une 50aine de mises à jour. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a quasiment une par semaine qui devait être faite. Alors, elles ont des niveaux de criticité qui sont très différents. Il y en avait 3 qui étaient vraiment critiques, donc qui rendaient votre tunnel inopérant. On a notamment fait la démonstration à certains sites de e-commerce majeurs que leur site ne marchait pas fonctionnellement sur Samsung S9, donc un terminal dernier cri plutôt mass market. Et donc voilà, donc ça fait partie des grosses insights qu'on a sortis. Un autre point aussi qui était très intéressant qu'on a sorti, c'est qu'on a mesuré en fait qui était l'impact des événements externes au shopping mobile. Un exemple très concret, aujourd'hui on a mesuré qu'il y avait à peu près un tiers des sessions d'achat sur mobile qui étaient interrompues par une communication. Une communication, ça peut être un SMS, ça peut être un WhatsApp, ça peut être un Facebook Messenger ou le pire, l'appel. Et quand on a un appel, 70% des gens qui ont un appel ne retournent pas sur leur panier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un e-commerçant ? Ça veut dire que concrètement, quand il commence une session sur smartphone, son enjeu numéro 1, c'est d'amener l'utilisateur final, le client, à aller jusqu'au bout au paiement le plus vite possible. Ça veut dire proposer moins de choses et ça veut dire que c'est ça l'objectif. Donc il faut peut-être moins proposer le fameux cross-selling, upselling où on va chercher à vendre plus. Il faut essayer d'aller le plus vite possible jusqu'au bout directement. Donc tout ça nous a permis de faire une étude qui est vraiment qui est hyper riche. On s'est aussi intéressé à 2 éléments qui sont hyper importants. Donc, quelle mesure la plateforme e-commerce et le prestataire de paiement influent sur l'expérience mobile que je propose à mes clients. On s'est aperçu que les meilleures plateformes e-commerce, sans trop de surprise, sont les plateformes cloud, puisqu'elles ont une capacité de se mettre à jour directement. Donc la meilleure Salesforce Commerce Cloud qui est sorti premier. Après c'est Adobe Commerce Cloud, donc le nouveau nom de Magento, qui sont les 2 premiers. Donc ça ne veut pas dire que intrinsèquement ils sont forcément meilleurs, même si c'est quand même globalement le cas. Mais ça veut dire que surtout leur agilité que la technologie permet d'avoir un site qui soit le plus à jour possible. Donc voilà, donc le choix de la plateforme e-commerce, au-delà du coût, il y a un impact sur la conversion. Donc c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est que Salesforce est peut-être un peu plus cher, mais il est aussi beaucoup plus performant. La même chose sur le paiement, on a des clients qui aujourd'hui ont des taux d'abandon de panier sur la page de paiement de plus de 90%. Concrètement, il y a sur 100 personnes qui vont sur la page paiement, il y en a 90 qui repartent parce que c'est pas pensé, c'est pas mobile, etc., etc. On a regardé quels étaient les meilleurs acteurs de paiement aussi. Donc les sites qui sont les plus performants sur paiement, c'est Adyen et Stripe du coup en premier, qui sont les 2 leaders et qui du coup permettent du coup de maximiser sa conversion. Donc concrètement, ce que ça va encore dire, c'est qu'au-delà du coût de la transaction, il faut regarder quel impact il va avoir sur mon business, donc ça directement, et surtout l'impact sur les mises à jour. Encore une fois, un message qu'il faut bien retenir de toute cette étude-là, c'est que si on ne met pas son tunnel à jour plusieurs fois par an, c'est que vous perdez du business de manière mécanique. Et quand on a un trafic qui augmente sur smartphone, nous on a des clients dont le chiffre d'affaires e-commerce baisse au global, une grosse partie bascule sur mobile, et comme le chiffre d'affaires ne suit pas, au global le chiffre d'affaires diminue.
Donc l'aspect d'itération est clé, ce que tu as dit, c'est beaucoup d'innovation technologique, que ce soit avec les supports mobiles, des nouveaux portables qui sortent, des mises à jour des iOS, des opérateurs qu'on a sur mobile, des nouvelles technologies aussi qui viennent se greffer sur les plateformes e-commerce. Donc au final, c'est beaucoup de travail, c'est pas forcément l'aspect technique que les retailers maîtrisent. Donc c'est pour ça que cet aspect SaaS de cloud que tu parlais, c'est quelque chose que tu projettes davantage sur les prochaines années, où tu dis demain tout ce qui est e-commerce, ça sera forcément du cloud. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Je pense que le sens de l'histoire, c'est que tout est en train de passer dans le cloud globalement. On voit bien que toutes les plateformes qui sont pas cloud, elles ont quand même de plus en plus de mal. Même les technologies de search, et quand même de plus en plus il y a de la gestion. On est dans une phase où globalement tout s'accélère en fait. Donc les mutations s'accélèrent, les usages s'accélèrent. Aujourd'hui, l'agilité, ça doit être un objectif majeur pour les retailers et pour les sites de e-commerce. Et c'est traditionnellement pas là où ils excellaient au début. Et quand on a des mastodontes, quand on a des éléphants qui courent comme des gazelles type Amazon, c'est là où il y a une sorte de combinaison qui est très très dangereuse pour la plupart des acteurs, parce qu'ils sont redoutablement efficaces, agiles, et ils ont une culture très tech. Et un truc aussi qui ressort dans l'étude, c'est l'approche par composants. Donc ça, c'est un peu plus technique pour nos auditeurs qui aiment bien un peu l'ingénierie. C'est que toute la structure d'Amazon, elle a été pensée par de blocs autonomes qui se connectent, ce qui veut dire qu'on est capable de mettre à jour un bloc sans déstabiliser l'ensemble. Et pour ça qu'il y a aussi aujourd'hui pas mal de technologies comme Single Page App ou Progressive Web App qui vont permettre cette approche par composants. Et ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'aspect technologique, l'aspect IT, l'aspect tech pour un retailer, c'est pas un centre de coût, c'est un centre de productivité, c'est un centre de coût stratégique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit un petit peu changer dans la culture. Alors c'est en train de changer parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, nous, on est une des briques qui, à mon sens, vont devenir indispensables pour maximiser sa performance. Et puis, un point qui est très important, que on a aussi montré, nous, on a montré notre impact sur le réachat. Comme on traite la dernière étape du tunnel, donc c'est le dernier point de contact qu'on a avec le client. Si vous allez dans un très bon resto, que vous déjeunez très bien, mais qu'à la fin le paiement et que le serveur est horriblement odieux à la fin, vous avez gardé une mauvaise image. Et c'est un peu ce qui se passe sur le tunnel. C'est-à-dire qu'en gros, quand les tunnels sont trop pénibles, notre record, je crois que c'est 7 minutes pour créer un nouveau compte dans l'étude qu'on a fait, enfin le record dans le mauvais sens, vous allez garder une mauvaise expérience, même si in fine le reste de l'expérience se fait. Donc nous, on augmente typiquement de 44% le NPS, le Net Promoter Score, qui mesure en gros la capacité à promouvoir, à se recommander de la marque. Et ça, c'est aussi un point qui est très important, c'est qu'il faut bien se rendre compte que l'expérience client, on en parle beaucoup, on en parle en point de vente, mais l'expérience client, elle va aussi se dupliquer sur le web. Donc je pense qu'expérience client et cloud, pour moi, c'est vraiment les deux points essentiels et clés sur lesquels tous les e-commerçants doivent investir aujourd'hui. Très bien, j'invite tous nos auditeurs donc, à télécharger l'étude sur le site de TapBuy. Est-ce que tu as des actualités ou des sujets un petit peu clés que tu voudrais communiquer pour l'année prochaine, pour TapBuy Là, on sort des nouvelles versions. Là, on va l'annoncer prochainement, mais on est en train de sortir une nouvelle version qui va du coup utiliser notamment l'intelligence artificielle pour mettre à jour le tunnel de manière automatique. D'accord. Donc là, on a commencé à le sortir. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on va être capable d'analyser les comportements des gens. Aujourd'hui, on a en gros 17-18 millions de sessions mobiles qu'on analyse en temps réel. Donc on est capable aujourd'hui de trouver des patterns, des comportements identiques chez les consommateurs et on va les régler en avance de phase avant même que nos ingénieurs aient besoin de s'y intégrer. D'accord. Et puis on va continuer à développer, améliorer le produit de manière continue directement. Notre ambition, on espère qu'un jour tous les e-commerçants utiliseront TapBuy. C'est ce qu'on te souhaite. Merci. En tout cas, merci pour ton temps. J'invite tous les auditeurs à trouver plus d'informations sur TapBuy, sur le site et puis sur l'étude, vraiment très complète, où ils pourront retrouver toutes les informations dont tu as parlé. Et puis après, s'ils veulent plus d'informations, je les invite à te contacter directement sur LinkedIn pour pouvoir échanger avec toi. Merci Nicolas, merci. Nous sommes aujourd'hui en direct de la 3e édition du Connected Day à Lille, en compagnie de Anthony Delvalle, le directeur général de Commerce France. Bonjour Anthony, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Pour ceux qui découvrent Commerce pour la première fois, il s'agit d'une entreprise familiale polonaise basée à Cracovie, créée par la famille Filipiak. Commerce est un éditeur, intégrateur et hébergeur de logiciels et de services informatiques. Sa filiale française compte aujourd'hui plus de 120 collaborateurs et une data center à Lille. On en reparlera plus tard. En tant que directeur général de Pôle France, quelles sont tes principales missions, Anthony ? Mes principales missions, c'est de promouvoir Commerce, promouvoir la stratégie retail sur le marché français. Ok, excellent. Et du coup, Commerce a été fondé en 1993, donc avant 6 ans d'expérience. Vous avez pu accompagner un grand nombre d'enseignes mondialement connues dans leur transformation digitale. Donc on parle de Lacoste, Yves Rocher, Galeries Lafayette. Concrètement, en quoi consiste votre offre ?
Alors notre offre est composée, donc s'appelle la Comarch Retail Suite. Elle est composée de différents modules interconnectés nativement entre eux, mais aussi indépendants, ce qui permet effectivement d'accompagner les grands retailers en fait dans la transformation digitale. Intéressant. Et du coup, selon toi, parmi vos clients historiques, quel cas était particulièrement intéressant? Alors le cas le plus intéressant, c'est celui d'Auchan, puisque historiquement, Auchan est notre premier client sur le marché français. Et on a accompagné l'enseigne sur différents projets stratégiques de transformation digitale en France, mais aussi à l'étranger. Ah, c'est intéressant. Et du coup, vous intervenez à quel niveau? Est-ce que c'est paiement? Est-ce que c'est... Alors, on a commencé avec Auchan sur la partie OMS pour pouvoir en fait gérer les offres dématérialisées en magasin. Donc toute la gestion en fait des cartes cadeaux, des jeux vidéo, des coffrets cadeaux, etc. sur 3 pays, donc notamment la France, la Russie et le Luxembourg. Wow. On a poursuivi avec Auchan donc pour mettre en place le paiement mobile, donc dans tous les magasins Auchan, que les clients puissent payer en fait avec une application dédiée. Puis donc là on les accompagne sur le moteur d'opération commercial omnicanal et également donc la fidélité sur l'ensemble des pays. D'accord. Voilà. Ok, c'est super intéressant. Donc du coup, vous m'avez dit la France, la Russie et... France, Russie, Luxembourg pour la partie OMS, donc sur la partie dématérialisation. Mais sur la partie programme de fidélité, là on les accompagne vraiment sur l'ensemble des pays. Donc on fait, voilà, on a créé en fait un corps modèle. Et quand vous parlez de l'ensemble des pays, du coup Comarch il peut accompagner les grandes enseignes sur quel marché? Voilà, la capacité en fait de Comarch, c'est de pouvoir en fait accompagner des grands retailers ou des grandes entreprises françaises sur des projets internationaux. Donc là, effectivement, on est présent dans plein de pays. Donc on a aussi en capacité de pouvoir accompagner des grands retailers sur des projets à l'étranger. Ok. J'ai une autre question qui est peut-être un peu curieuse. Moi, je suis curieuse à titre personnel. Mais quels sont les principaux avantages de Comarch vis-à-vis de vos concurrents? Alors l'avantage de Comarch, il y en a plusieurs. La première, c'est que nous sommes éditeurs, intégrateurs et hébergeurs. Donc là, on va effectivement prendre en charge la chaîne de valeur complète pour le client. Il va nous confier son projet stratégique. Il y aura un seul point de contact qui sera Comarch pour l'ensemble en fait donc l'édition, l'hébergement et l'intégration. Et ce qui est différenciant également, c'est l'accompagnement donc via la Comarch Retail Suite qui permet en fait au fur et à mesure de mettre en place des nouveaux modules. Voilà, c'est vraiment en fait avoir une stratégie sur le long terme avec nos clients. D'accord, ok. Et du coup, c'est l'ERP en mode SaaS, c'est ça? Tout est en mode SaaS en fait. Donc le moteur de fidélité, l'encaissement, l'OMS, l'ERP, l'EDI, enfin vraiment tout est en mode SaaS. Du coup, ça permet une certaine rapidité et agilité, j'imagine. C'est ça. Une agilité, une rapidité et surtout en fait un gain également pour le client, puisque là c'est du service qui va s'étaler sur plusieurs années, qui est apprécié chez nos clients retailers. D'accord, ok. Entendu. Et du coup, dans le magasin, à ton avis, quels seront les éléments les plus plébiscités par les Français en 2020? Est-ce que ça va être les paiements rapides? Est-ce que ça va être les cabines d'essayage connectées? Je sais pas. Alors, nous, aujourd'hui, chez Comarch, on est convaincus que demain, c'est la mobilité magasin. Donc, c'est pouvoir en fait encaisser en mobilité avec un téléphone. Donc, le vendeur va aujourd'hui va être équipé, je ne sais pas encore la majorité des retailers, mais va être équipé en fait d'un téléphone. Donc nous, on travaille beaucoup là-dessus chez Comarch. On a le Mobile POS qui fait la même chose qu'un POS classique, qu'une caisse. Et l'idée, c'est de gérer à la fois le back-office, les approvisionnements pour le vendeur, mais également la vente. Donc, ce qui permet en fait aux clients d'aller beaucoup plus vite en termes de process. L'idée, c'est de diminuer en fait les frustrations en magasin pour le client. Donc notamment l'attente en caisse. L'attente en caisse, tout à fait. Du coup, je me permets de revenir sur la question des données. Donc la data intelligence constitue le nerf de guerre de l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, en fait, les retailers externalisent massivement leur infrastructure IT vers les data centers. Et du coup, ma question, c'est à quels critères doivent-ils porter l'attention dans leur choix de celui-ci? Alors déjà, il faut effectivement la donnée sensible aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des normes européennes qui sont assez drastiques là-dessus. Donc en tout cas, nous, nos clients sont sensibles pour avoir du cloud privé. Il n'y a qu'à avoir en fait un hébergement chez Comarch, donc des solutions Comarch, et par rapport à un espace privé qui va leur appartenir. Et la deuxième chose, c'est effectivement utiliser en fait cette data, puisque cette data en fait a une valeur, pour pouvoir en fait adresser les clients.
Donc là, on parle aussi d'intelligence artificielle avec des moteurs de recommandation automatisés. Et donc là, Comarch investit massivement également sur cette partie-là. D'accord. Et du coup, si demain, par exemple, la retailer, elle va chercher justement à externaliser tout ce qui est hébergement des données, comment est-ce qu'il peut choisir à qui faire confiance en fait? Est-ce qu'il y a des critères en particulier? Alors le critère, je dirais, qui est numéro 1 en tout cas sur le marché français, c'est que le data center soit en France. Soit en France et certifié. Et donc aujourd'hui, c'est le cas pour Comarch, puisqu'on a un data center à Lille. Et aujourd'hui, nos clients sont très sensibles également à ça, de savoir où est la donnée. Donc avec du cloud privé qui permet en fait de sécuriser en fait la situation géographique de la donnée. Du coup, pour conclure, si on faisait le bilan de l'année 2019 pour Comarch, c'était quoi les périodes phares de l'année passée pour vous? Alors une très bonne année puisqu'on est également en croissance de 20% sur le marché français et également sur le groupe, un groupe qui est très sain, qui se porte très bien. Et effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup, en fait, il y a deux types de projets qui se dessinent. C'est la partie omnicanalité, donc mettre en place de l'omnicanalité, avoir du temps réel également pour connecter l'OMS Comarch avec nos systèmes de caisse, donc POS Comarch, mais également le mobile POS Comarch. Donc ça, c'est les grandes tendances. Et l'autre tendance, c'est la fidélisation client. Donc la fidélisation, c'est effectivement tout mettre en place des programmes de fidélité pour pouvoir en fait adresser les clients existants et surtout les clients à venir. Donc ça va être aussi vos objectifs pour l'année 2020. Voilà, c'est de continuer cette transformation digitale, puisqu'en fait la devise de Comarch, c'est vraiment l'expérience retail qu'on met en avant et on est effectivement responsable du succès de nos clients. D'accord. Ok. Je vois bien votre philosophie. D'accord. Du coup, écoute, merci pour tes réponses, Anthony. Franchement, j'ai passé un super moment. Ma dernière question, c'est pourquoi être venu au Connected Day? Quelle est la valeur ajoutée de cet événement? Alors, Connected Day, c'est un événement, en fait, c'est le plus grand événement retail Hauts-de-France, où on parle effectivement d'innovation, où de grands retailers sont présents. Et effectivement, chez Comarch, dans l'ADN de Comarch, depuis toujours, c'est l'innovation qui fait absolument qu'on soit présent au Connected Day comme partenaire. Excellent. Et pour toi, qu'est-ce qu'ils étaient les moments à retenir de cet événement? Est-ce que tu as apprécié quelque chose en particulier? Alors, c'est toutes les conférences et les retours d'expérience que donnent les retailers, c'est toujours intéressant. Et effectivement, c'est de pouvoir échanger également avec les retailers sur les projets à venir. Et effectivement, chez Comarch, la vision est très bonne puisque les discussions que j'ai pu avoir avec les grands retailers convergent vers les projets qu'on adresse tous les jours avec nos clients. Si tu devais résumer cette journée en 3 mots, en 3 mots. Le premier, c'est innovation. Le deuxième, c'est rencontre. D'accord. Et le troisième, c'est témoignage. Ah, excellent. Par rapport aux retailers qui viennent témoigner. Ok, c'est pas mal. Bon, j'ai fait en live. Écoute, au top, merci Anthony. On se retrouve avec Michel Koch, directeur général de l'Institut du commerce connecté, dans un cadre très spécial puisque c'est le Connected Day, un rendez-vous immanquable. On nous en a parlé de nombreuses fois sur l'écosystème du e-commerce. Donc e-commerce Nation a la chance d'être partenaire et d'assister à cette édition. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur cette journée et puis aussi sur l'Institut du commerce connecté? Alors cette journée effectivement se positionne depuis 3 ans comme l'événement incontournable du digital retail dans le nord de Paris. On a beaucoup de Parisiens mais on a aussi évidemment le poumon du retail qui est la Retail Valley de Lille et ses environs avec toutes les enseignes qu'on connaît. D'où vient cet événement? En fait au départ c'était l'ICC avait créé les Startup Awards qui ont toujours lieu, c'est la 5e édition qui récompense chaque année les meilleures startups de la retail tech. C'est greffé à cette soirée de célébration des technologies, une journée de réflexion, de débat, de rencontres one-to-one entre tech et retailer, de pitch de start-up. Et donc on a fait sur une journée ce qu'on avait déjà fait sur une soirée, avec évidemment beaucoup plus de réflexion, du contenu très je dirais développé et pensé, et puis un niveau de retailer très select aussi, puisqu'on est sur des profils essentiellement CEO, direction générale, CMO, CDO, toutes les fonctions de décision et de transformation du digital du retail.
C'est vraiment intéressant comme événement, tu l'as dit, il y a énormément de valeur puisque c'est des retailers qui prennent la parole, qui vont transmettre du retour d'expérience sur les ateliers. On a une ambiance aussi qui est très conviviale, loin des événements parisiens, on va dire. C'est cette philosophie-là, créer une logique de communauté. Absolument, et puis cette communauté elle existe déjà, les gens se parlent beaucoup. On est dans le Nord, c'est connu pour être une région conviviale et on a aussi un écosystème qui se parle beaucoup, qui aime beaucoup partager, parce qu'en fait ils sont tous face aux mêmes problématiques et ce qu'on essaie de faire avec les uns les autres, c'est de partager, de communiquer, se passer des trucs et astuces, de voir des nouvelles technologies, de découvrir. Et je pense que c'est intéressant aussi parce qu'on va traiter de sujets qui sont vraiment au cœur de l'actualité des retailers. Ce qui fait un peu l'originalité de l'ICC, c'est qu'on est tous des gens du retail, on vient de là. Donc on connaît les problématiques, on les a vécues. Moi j'étais directeur e-commerce pendant 20 ans, donc je sais exactement de quoi il retourne. Évidemment ça m'aide à connaître à la fois les technologies et les retailers eux-mêmes, mais surtout et avant tout on va raisonner comme eux. Et donc quand on anime des débats, que ce soit Cédric Ducrot de Diamart, qui est la société de conseil, ou l'ICC qui est organisateur d'événements, on a cet ADN de retailer nous-mêmes qui fait qu'on va adresser les bons sujets de la bonne manière. Alors tu l'as dit, tu es un pilier, un pionnier du e-commerce en France et aussi de ces thématiques retail. Tu as cette double casquette sur l'Institut. L'Institut, quelles sont les actualités, quels sont les objectifs pour l'année prochaine? Alors, notre actualité forte, c'est autour des événements. Tu es témoin du Connected Day qui s'impose comme l'événement incontournable de fin d'année. Donc l'année prochaine, on le fait le 19 novembre. Vous pouvez déjà noter la date et réserver. 19 novembre, c'est toujours un jeudi, fin novembre. Donc ça, c'est le rendez-vous annuel de cet événement incontournable. Et puis, on en crée un nouveau depuis un an. On a créé le Retail Project qui aura lieu à Paris le 14 mai. Et donc là aussi, notez dans vos tablettes les uns les autres, le 14 mai, Retail Project. Là aussi, très select, on sera sur 300 personnes, dont probablement une centaine de patrons du retail, de la France entière. Et on va adresser tous les sujets de transformation du retail, pas uniquement le digital. Ici, on est vraiment focalisé sur la transformation digitale. Le Retail Project, c'est pour la transformation globale du retail, que ce soit dans la chaîne de valeur e-commerce, on va dire, ou que ce soit sur les autres problématiques, RSE, back-office, logistique, etc. Tous les sujets de transformation seront adressés le 14 mai prochain. Et ça, c'est pour les événements. Nos autres actualités, c'est qu'on emmène régulièrement maintenant des groupes de retailers explorer l'innovation et notamment avec nos Learning Expeditions. On en fait une très bientôt pour la NRF, le Big Retail Show de New York début janvier. Mais en mars, on va partir en Chine à nouveau. On est déjà allé cette année et on va y aller tous les 6 mois. À nouveau, c'est là où ça se passe. Il faut aller voir l'innovation là où elle se produit. Et nous, notre politique, c'est justement d'explorer, mais d'aller sur le terrain pour se rendre compte de ce qui se fait, ce qui se transforme. Peut-être s'inspirer, peut-être pas. En tout cas, on ne peut plus être retailer sans aller en Chine et aux États-Unis une fois par an. Enfin, une autre actualité forte, et c'est une actualité qu'on annonce aujourd'hui, on lance une nouvelle plateforme en partenariat avec une société qui s'appelle Validify. Validify, c'est la plateforme de connexion entre les retailers et les techs. Ça va être l'annuaire exhaustif des meilleurs retail tech du monde entier. C'est né au UK et nous, à l'ICC, on va être leur représentant France pour développer et pour faire connaître les French Tech au monde entier. Super. Tu as parlé d'exploration, un sujet qui nous touche beaucoup en tant qu'explorateur du e-commerce. Comment tu vois le secteur du retail par rapport à l'international? Comment la France se situe? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Est-ce qu'on a du retard? Alors je ne suis pas du tout inquiet. Dans toutes les technos qu'on voit, et là on a fait les Startup Awards, tu verras ce soir les lauréats, c'est incroyable. On a eu 100 candidatures, dont 80 de retail tech françaises. 20% international, mais 80% de retail tech française. Donc il y a vraiment une vraie dynamique de fond. Ce qui est intéressant sur les techs et ce qu'on a vu évoluer, c'est que jusqu'à 4-5 ans, on était surtout sur des technos d'ordre marketing pour optimiser ta conversion, pour faire de e-merchandising. On était vraiment sur la partie e. Aujourd'hui, la techno, elle se déplace, elle va sur le bas de PNL, comment faire des économies,
comment aller sur le back-office, comment traiter de la logistique ou de l'inventaire en magasin. Et beaucoup de Phygital. Et d'ailleurs, on présente aussi aujourd'hui les résultats d'une étude sur le Phygital réalisée par le groupe Diamart, qui est notre maison mère. Donc plein de choses intéressantes et plein d'insights. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'assister à cet événement, ils peuvent retrouver ces éléments sur le site. On le diffusera, tout a été enregistré, ce sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Et puis il y aura évidemment mise à disposition de l'étude, notamment Phygital, sur le site de Diamart et sur le site de l'ICC. Super, du coup on donne rendez-vous à tous nos spectateurs, à toute notre audience à découvrir ces contenus sur votre site, sur vos réseaux. Et puis on leur dit... Et venez avec nous en Chine et à New York. Et puis on n'a même pas parlé des formations, mais ça vous le trouverez sur le site, il y a plein de choses à faire avec nous. Avec plaisir, merci pour ton temps et à très vite. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.